Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui, Vertigo, un film d'Alfred Hitchcock de 1958. L'histoire est très simple. Scotty, un policier qui n'est plus dans l'activité à cause de son vertige qui a provoqué involontairement la mort d'un de ses collègues, eh bien Scotty retrouve un compagnon, un ami d'université, Gavin Elster, qui va lui proposer une mission pour le moins étrange. Cette mission, c'est suivre sa femme, Madeleine Elster, qui a un comportement bizarre. En fait, elle serait tentée apparemment par la mort, par le suicide, elle serait hantée par quelqu'un, peut-être par une aïeule. Eh bien, donc, Scotty va accepter tout de suite cette mission parce que dès qu'il va voir Madeleine en vrai, eh bien, il va tomber tout de suite sous son charme. Commence alors une filature dans laquelle Scotty va suivre Madeleine dans tous les endroits de la ville, c'est-à-dire San Francisco. Et donc, la séquence que nous allons étudier se trouve dans la première partie du film. Et vous allez voir que nous sommes justement en plein cœur de cette filature. La filature de Madeleine qui est toujours hantée par des idées de suicide. Dans ce premier plan, on constate que vous avez donc deux voitures, celle de Scotty qui suit celle de Madeleine. La voiture de Madeleine est une voiture verte. On pourra reparler de l'importance de cette couleur verte dans le film pour Madeleine. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois la distance entre les deux voitures, parce que au fur et à mesure de cette filature, Scotty va devenir de plus en plus amoureux de Madeleine, mais il est amoureux à distance. Et c'est ça un petit peu le sujet du film, c'est on tombe amoureux parfois plutôt d'une idée, d'une image que d'une personne réelle. Et là, en fait, c'est comme il reste à distance de Madeleine, en fait, il la découvre un peu, mais surtout il l'imagine un peu. Il l'imagine comme il voudrait qu'elle soit. Et donc, cette distance est très importante. Ici, le panoramique montre que cette distance doit rester fixe, puisque la distance entre les deux voitures, qui doit rester tout le temps la même, permet justement de faire un panoramique où on n'a pas besoin de changer l'échelle des plans, puisqu'on peut se calquer sur la différence, sur la distance entre les deux véhicules. Et puis, au fur et à mesure de ce panoramique, Hitchcock en profite pour nous faire passer de la lumière jusqu'à l'ombre. L'ombre parce qu'évidemment les préoccupations de Madeleine sont évidemment morbides. On vient donc de voir en quoi consiste un petit peu cette filature, c'est-à-dire que vous avez tout le temps des champs contre champs, mais donc un champ sur Scotty, qui est toujours en position de spectateur, et puis le contre-champ sur Madeleine, mais le contre-champ toujours du point de vue de Scotty, c'est-à-dire à distance de Madeleine, on est loin d'elle, avec des plans assez larges. Donc ici vous avez compris donc, ce principe de filature et de distance qui permet la fascination. Dans ce plan-là, donc voici ce qui nous intéresse. Vous avez des contrastes très forts entre l'obscurité au premier plan, le monde de Madeleine, qui se dirige un petit peu vers le monde des morts, qui est toujours obsédé par le suicide, et puis de l'autre côté, en face, vous avez la lumière, donc le monde des vivants. Voilà, la question est bien là, c'est le pont que l'on voit, c'est le pont célèbre, le Golden Gate de San Francisco. C'est un peu le pont entre le monde des morts et le monde des vivants, un petit peu au sens de la mythologie grecque. Scotty essaye de rester dans le monde des vivants et de faire rester Madeleine dans ce monde des vivants. Ensuite, ici, le fait que, en quelque sorte, Madeleine est un peu à contre-jour, ça nous montre plus finalement sa silhouette que la réalité de sa personne, et ça c'est quelque chose d'important puisqu'on l'a dit déjà.
Scotty est beaucoup plus obsédé par une image lointaine plutôt que par la réalité d'une personne. Ensuite, évidemment, ce qui est important, c'est les monuments chez Hitchcock. Ici, regardez la perspective, l'utilisation de la perspective chez Hitchcock et surtout l'utilisation des monuments. Alors ici, le Golden Gate paraît complètement disproportionné par rapport aux êtres humains. C'est quelque chose d'immense, d'énorme, et cette démesure en fait passionne souvent Hitchcock, même dans ses autres films, quand il utilise justement des monuments célèbres qui sont de taille démesurée. Alors on pourrait citer par exemple le mont Rushmore dans La mort aux trousses qui viendra un an après en 1959. On peut citer aussi le Albert Hall qui est majestueusement immense et qu'on voit notamment dans L'homme qui en savait trop en 56. Et puis évidemment qui est très célèbre aussi à la fin de la cinquième colonne, eh bien, le final sur la statue de la liberté. Dans ce plan, on constate également qu'il y a une utilisation de filtres devant l'objectif. En effet, on constate bien que le rendu en fait de l'image donne une impression un petit peu d'irréalité à cause d'un filtre un peu blanchâtre comme ça qui permet à la lumière d'être un petit peu scintillante partout et puis de créer un petit peu des auras comme ça autour des personnages. Et ce filtre, en fait, bon, il n'est pas utilisé que dans ce plan-là. On se souvient, par exemple, juste avant, dans quelques séquences avant dans le film, il y a la filature qui se passe dans le cimetière. Et dans le cimetière, on a ces mêmes images pleines un petit peu de blancheur, comme ça, qui donnent un côté irréel, un petit peu presque morbide aussi au film. On se souvient que Hitchcock, justement, dans la suite de sa carrière, eh bien, utilisera encore dans d'autres films ce genre de filtre. Par exemple, on pense à Leto. Dans Leto, il y a ces films qui donnent une atmosphère un peu irréelle au film. Dans ce plan sur le bouquet, plusieurs choses importantes. D'abord, c'est un film qui est, d'abord c'est un plan qui est tourné avec une transparence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transparence? Eh bien, c'est quand les acteurs sont en studio devant un écran sur lequel est projeté un film. Ici, on voit très bien que Madeleine, en fait, donc c'est Kim Novak, elle joue donc devant un écran sur lequel on projette une image du Golden Gate. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça chez Hitchcock? Pourquoi est-ce qu'on utilise les transparences? Alors ce n'est pas simplement pour aller en studio et éviter d'aller tourner à côté du Golden Gate. Il y a d'autres avantages. Premier avantage, par exemple, c'est le fait de reconstruire un plan qui ne serait pas possible. En réalité, vous avez vu par rapport au plan précédent que si on restait dans le même axe et qu'on se rapprochait du bouquet, eh bien en fait on ne verrait plus le Golden Gate à l'écran. Or pour Hitchcock, c'est important que ce symbole de San Francisco et le symbole du pont entre les vivants et les morts soient toujours présents dans le cadre. Donc pour pouvoir le laisser dans le cadre, eh bien, la transparence permet de mettre Madeleine exactement eh bien, au bon endroit par rapport au pont. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que chez Hitchcock on utilise la transparence pour montrer que les personnages sont seuls un peu dans leur monde, souvent un peu isolés de la réalité extérieure. Dans les scènes de filature qui ont précédé dans le film, eh bien, évidemment, Scotty, qui est complètement fasciné par Madeleine, en fait, ne regarde plus du tout ce qui se passe autour de lui. Il ne fait pas attention aux lieux, il ne fait pas attention aux autres personnes. Il est complètement focalisé. Comme il est focalisé dans son univers mental, eh bien, en fait, il est seul au monde et il est isolé. Hitchcock se sert des transparences pour isoler Scotty. Deuxième chose dans ce plan, on a donc presque un gros plan sur un bouquet. Et le bouquet ici, il est très symbolique. Il est symbolique en fait de Carlota Valdés, la femme donc est un petit peu qui envoûte un peu Madeleine pendant tout le film. Cette femme décédée plusieurs générations avant. Et donc, ce qui est important, c'est que Hitchcock fait souvent un cinéma de symboles. Et on pourrait se rappeler, par exemple, que il y a toujours des objets qui sont symboliques, comme ça. Par exemple, le couteau de cuisine dans Psychose. Par exemple, aussi, je ne sais pas moi, l'épingle, la cravate dans Frenzy, qui symbolise vraiment eh bien, le meurtrier. Et puis, il y a d'autres symboles, par exemple le R dans Rebecca qui apparaît dans les décors, dans les vêtements, etc. Et puis sur ce bouquet, on peut dire aussi qu'on retrouve dans ce bouquet eh bien, un petit peu les spirales du générique de Saul Bass, les génériques le générique célèbre de Vertigo, les spirales qui symbolisent le vertige. Le vertige,
C'est quelque chose, évidemment, qui est omniprésent dans cette période de la carrière d'Hitchcock, dans Sueur froide, bien sûr, dans Vertigo, mais aussi dans le film suivant, La mort aux trousses, parce que il y a le vertige des identités dans La mort aux trousses. En fait, Cary Grant, Roger Thornhill, en fait, ne sait plus comment il s'appelle, ne sait plus qui il est. Il y a quelque chose de très angoissant. Le sol se dérobe un peu sous ses pieds, avec cette question identitaire. Et puis, la dernière chose, c'est dans Psychose. À partir du moment où Norman Bates a perdu sa mère, eh bien, il a perdu un peu ses repères et donc il est souvent pris de vertige. Il ne sait plus en fait où se placer, il ne sait plus qui il est et puis il ne sait plus comment se placer par rapport aux personnes qui viennent le voir. Voilà, cette question du vertige donc, qui intéresse beaucoup Hitchcock dans les trois films de 58, 59 et 60 se retrouve ici dans ce plan. On vient de voir justement l'illustration de l'utilisation de ces transparences quand on voit tous les contre-champs sur James Stewart qui est caché derrière un peu le mur, la paroi là. Et en fait, donc il est filmé en studio avec derrière eh bien, une transparence des paysages de San Francisco. Et on s'en rend bien compte parce qu'il n'y a pas de vent en fait. On voit bien qu'il n'est pas vraiment en plein air. Maintenant, concentrons-nous sur ce nouveau plan. Alors, ce nouveau plan, il est important parce que c'est là qu'on comprend un peu tout l'enjeu de la séquence qu'on va étudier aujourd'hui. C'est le premier contact physique entre Scotty et puis la femme dont il est maintenant éperdument amoureux, Madeleine. Et normalement, eh bien, quand on rentre en contact un petit peu, quand on entre en contact avec la femme dont on est amoureux, eh bien, généralement, il y a une phase de séduction et puis il y a une première rencontre où d'abord on discute, etc. Enfin, dans la normalité, disons, dans les clichés un petit peu. Et ici, Hitchcock, eh bien, ce qui l'intéresse souvent dans le cinéma, c'est d'aller à l'encontre des clichés, de prendre le contre-pied des choses. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici, eh bien, en fait, Scotty n'a encore pas adressé la parole à Madeleine et pourtant, il est déjà en train de la prendre à bras le corps et même de mettre la main sur sa poitrine. Donc, c'est-à-dire que on fait les choses complètement dans le désordre. Il fait les choses qu'il aurait dû faire bien plus tard, après lui avoir parlé, etc. Donc il y a un contact physique fort qui est censé se passer plus tard et qui arrive tout de suite. Donc on prend les choses à contre-pied. À propos du contre-pied, on se souvient par exemple que dans Psychose, eh bien, Hitchcock prend à contre-pied vraiment en faisant mourir Janet Leigh au bout de très peu de temps. Donc ça c'est voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis, donc ici, ce qu'on constate aussi, c'est ici on est en légère plongée. En fait, bon, ça c'est une question aussi un petit peu pragmatique parce que c'est pour éviter de montrer qu'on est dans une piscine. Et voilà. Et puis ensuite, il y a peut-être autre chose aussi, c'est peut-être le point de vue du metteur en scène, d'Hitchcock, sur ses personnages. Un point de vue un petit peu en hauteur, parce que Hitchcock en manipulateur, eh bien, et c'est toujours lui qui tire les ficelles un petit peu des marionnettes. Donc peut-être le point de vue d'Hitchcock qui regarde un peu ses personnages. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en plongeant dans l'eau, eh bien, en rompant un peu la surface de l'eau comme ça, eh bien, Scotty, en fait, c'est comme s'il entrait un peu dans l'écran de cinéma. En fait, vous avez compris depuis le début que Scotty est un peu un spectateur de cinéma qui est fasciné par une star. C'est comme s'il était au cinéma et qu'il regardait une star. Il y a cette distance, cette même distance entre le spectateur et l'écran de cinéma. Et là, il y a cette distance qu'on a dit entre Scotty et Madeleine. Et donc ici, en allant toucher la star de cinéma, en fait, il traverse l'écran. Et cette traversée de l'écran, elle est un petit peu matérialisée ici par la plongée du corps de Scotty dans l'eau. Alors ici, je m'arrête sur ce fondu enchaîné parce que d'une part, il permet de mélanger deux images intéressantes. Scotty qui transporte Madeleine inanimée et qui essaye en fait de lui faire presque reprendre le pont pour repasser de chez les morts à chez les vivants. C'est ça qui est intéressant.
Et puis la deuxième chose, c'est l'utilisation ici des fondus enchaînés crée des espèces de fantômes en fait. Et ici, bon, bah, on est au cœur du sujet de Vertigo, c'est la présence de certains personnages qui sont fantomatiques, qui sont presque irréels. Il y a des personnages bien réels et d'autres qui sont fantomatiques. Voilà, donc tout ça, vous allez voir dans la suite de cet extrait, eh bien, déjà les différents changements de plan qui vont venir sont la plupart en fondu enchaîné. Donc ça insiste un peu sur cette ambiance onirique qui est traduite par ces fondus. Toujours dans cette même idée, dans cette séquence, que Hitchcock prend le contre-pied des scènes de séduction habituelles, eh bien, vous voyez que le premier mot que James Stewart prononce, normalement, c'est la première chose qu'on fait, c'est d'adresser la parole à quelqu'un. Ici, donc, il le fait seulement après l'avoir transporté. Et puis, en fait, la première parole qu'il prononce, c'est alors que Madeleine est inanimée, est inconsciente. Alors ça, c'est étrange, parce que normalement, eh bien, voilà, on s'adresse, les premiers mots qu'on dit, c'est à la personne qui nous écoute. Mais là, en fait, il parle à quelqu'un qui est inanimé. Et Hitchcock a avoué quand même que, évidemment, c'est l'histoire un peu d'une nécrophilie. Vertigo, c'est quelqu'un qui est amoureux d'une morte. Et d'ailleurs, une des questions du film, c'est est-ce qu'il est heureux qu'elle reste en vie ou est-ce que ça l'intéresse plus qu'elle retourne dans le royaume des morts. Donc il y a cette ambiguïté qui est évidemment passionnante. Ensuite, dans ce plan particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est vous avez les deux personnages qui sont ensemble, mais d'une part, ils ne sont pas ensemble parce qu'il y en a un qui est animé, l'autre inanimé. Ensuite, ils n'ont pas aussi au niveau esthétique, avec la lumière, le maquillage, etc., ils ne sont pas présentés pareil. Madeleine est présentée comme étant une icône magnifique, hein, magnifiée par la lumière, le maquillage, l'eau qui ruisselle sur elle, ça donne un côté scintillant magnifique. Alors qu'à droite, vous avez la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, James Stewart, est bizarrement terre à terre, vraiment très banal, l'homme moyen. D'ailleurs, c'est ce qui intéressait Hitchcock chez James Stewart. Il aimait que James Stewart incarne bien l'américain moyen. Et on voit justement que la couleur de la peau, elle est moins agréable, enfin, elle est aussi plus rouge parce qu'il est vivant et que Madeleine, elle symbolise un peu la morbidité. Mais vous voyez que par exemple, l'eau sur le visage de James Stewart, ça fait plus penser à de la transpiration, de la sueur, quelque chose de sale, plutôt que quelque chose de scintillant et de beau. Et puis aussi, on voit dans le cou tous les rides, en fait, les mauvais côtés en fait de l'humanité. Voilà. Et en fait, on pense beaucoup à Pygmalion en fait en voyant Vertigo parce que d'une part, Pygmalion qui essayait de modeler une statue qui ensuite a pris vie, eh bien, et qui était Pygmalion en fait trouvait qu'il y avait toujours de l'imperfection chez les vraies femmes et donc il avait préféré se sculpter lui-même une statue qui représenterait l'idéal. Et ensuite, il est tombé amoureux de sa statue et elle a pris vie. Et c'est un peu ce qui arrive dans le film à James Stewart et aussi c'est un peu ce qui arrive à Hitchcock parce que Hitchcock façonne un peu ses actrices, ses acteurs. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que on a bien le décalage, c'est ça le rapport aussi avec Pygmalion entre le créateur qui est un être humain normal, banal, pas forcément très très beau, magnifique, et puis vous avez le contraste avec voilà, un symbole de beauté. Alors ici, ce nouveau plan, eh bien, déjà ce qui nous intéresse, c'est la disposition du décor. On a dit à quel point on peut assimiler un petit peu James Stewart à un spectateur. Déjà dans Fenêtre sur cour, James Stewart était coincé chez lui à cause d'une jambe dans le plâtre et il s'ennuyait donc il n'avait rien d'autre à faire que de regarder ses voisins par la fenêtre et c'était déjà une superbe métaphore du cinéma. Mais ici encore, on a dit que Vertigo c'est un peu une métaphore du spectateur qui tomberait amoureux d'une star de cinéma qu'il verrait sur un écran. Et ici vous voyez bien que dans son intérieur, chez James Stewart, chez Scotty, eh bien on a presque la disposition d'une salle de cinéma, c'est-à-dire que on a les stores
D'ailleurs, on retrouve les mêmes stores que dans Fenêtre sur cour, c'est le générique de Fenêtre sur cour. Et puis, de part et d'autre, on a un peu les rideaux comme on avait dans les anciennes salles de cinéma, avec les rideaux qui pouvaient cacher l'écran ou pas. Donc on a la disposition d'une salle de cinéma, sauf qu'il y a quand même un problème, et c'est là qu'on va en arriver en fait à l'enjeu, à un autre enjeu de cette séquence, c'est que James Stewart est assis dans le mauvais sens. Il ne regarde pas l'écran, il regarde dans l'autre sens. C'est important pour nous, c'est riche de sens, puisque par rapport à un autre enjeu de la séquence, c'est que en fait, en allant sauver Madeleine dans l'eau, en la touchant, en fait, en pouvant la toucher, en la transportant, c'est-à-dire en faisant normalement le contact physique, on doit le faire normalement que plus tard, en faisant tout de suite quelque chose qu'on doit faire plus tard, on a l'impression que ça a cassé toute la fascination, tout le désir qui avait été créé lors de la filature. On va voir, d'ailleurs, on va constater, donc ce sera ce qui va nous intéresser, c'est comment ce désir qui a été cassé par cette proximité physique trop grande, on a dit qu'il fallait laisser une distance entre Scotty et Madeleine, et que là, on a cassé cette distance. Comment est-ce que, alors que ce désir a été cassé, comment est-ce qu'on va pouvoir reconstruire le désir? Et en fait, c'est évidemment Madeleine qui va reconstruire le désir. Alors, c'est pour cette raison que James Stewart maintenant délaisse l'écran de cinéma et qu'il regarde dans une autre direction. Mais vous allez voir que c'est pour regarder un autre écran. Alors, dans ce plan qui est assez riche, on constate encore un autre élément qui fait partie de cet écran de cinéma, justement, donc qui est dans l'univers un peu de ce qui fascine Scotty. C'est un des monuments célèbres de San Francisco, on a parlé du Golden Gate. Ici, ce qui nous intéresse à l'écran, c'est tout au fond, assez lumineuse, c'est la tour Coit. Alors, évidemment, c'est le vrai nom de cette tour, c'est assez drôle, hein, parce que, évidemment, il y a tous les sens. Au niveau de l'anglais, on a quasiment, nous on a le mot coït et c'est quasiment le même mot en anglais, donc il n'y a pas de problème de signification. Et Hitchcock avoue que c'est vraiment quelque chose, c'est son humour un peu et qui fait ça consciemment. C'est que dans le livre en fait de Boileau et Narcejac, d'ailleurs ils avaient déjà écrit donc Les Diaboliques pour Henri-Georges Clouzot, que Hitchcock avait adoré ce scénario et il avait dit qu'il aurait bien fait le film s'il n'avait pas été fait par Clouzot. Eh bien Boileau et Narcejac avaient donc par la suite écrit une histoire d'entre les morts exprès pour Hitchcock. Et en fait, le studio, la Paramount, ayant entendu ça, eh bien, ont acheté les droits et ont proposé à Hitchcock de faire le film. Mais dans le roman de Boileau et Narcejac, eh bien, on dit clairement en fait que Scotty est impuissant. Et d'ailleurs, c'est tout le problème du film, c'est que en fait, s'il avait suffi eh bien en fait, d'arriver au bout du désir, c'est-à-dire après de passer à une relation sexuelle, finalement, en fait, il n'y aurait pas eu besoin que ça dure aussi longtemps, tout ce film, puisque après, bon, les choses se seraient arrêtées, vraisemblablement. Mais là, le problème, c'est que justement, comme il est impuissant, ce personnage, eh bien, en fait, il ne peut jamais aller au bout, donc du coup, le désir est entretenu presque indéfiniment, de ne jamais pouvoir passer à l'acte. Et en fait, donc, vous allez voir que dans toute cette séquence, eh bien, sans arrêt, Hitchcock s'amuse avec les références à la tour Coit et au problème d'impuissance de Scotty. Ce problème d'impuissance, en fait, c'est un problème qui est récurrent dans plusieurs films d'Hitchcock. Là où il est clairement établi et dit au spectateur, c'est dans Frenzy, le film que Hitchcock refera ensuite à son retour en Angleterre en 72. Parce que le policier explique que Frenzy, en fait, il étrangle les femmes avec des cravates parce qu'en fait, il n'arrive pas à pouvoir accomplir l'acte sexuel. Et donc, il est frustré et donc il finit par combler ça par l'étranglement, par l'estrangulation. Et donc, on a ça dans Frenzy, puis on a ça aussi un petit peu dans La Mort aux trousses, parce que dans La Mort aux trousses, finalement, c'est un personnage qui est un peu impuissant pendant tout le film, qui essaie de séduire Eva Marissin, mais qui n'y arrive pas vraiment. Et en fait, il a ses problèmes d'impuissance, Cary Grant, parce que il n'a pas trouvé sa véritable identité. Identité de nom, mais aussi identité peut-être sexuelle. Et c'est seulement à la fin, quand il aura fait le tri dans toutes les identités, qu'il aura retrouvé qui il est vraiment, qu'il aura retrouvé confiance en lui, qu'en fait, Cary Grant pourra ensuite accomplir l'acte sexuel avec ce fameux plan du tunnel.
Alors ici, un des plans les plus intéressants et les plus importants de cette séquence, c'est ce panoramique donc de droite à gauche. Alors on va expliquer pourquoi. D'abord, regardez la situation finale du plan, c'est-à-dire on se rend compte dans cette situation, dans cette composition du cadre, que en fait Scotty, qui était triste, un petit peu frustré que Madeleine ait quitté l'écran de cinéma, va reconstituer un autre écran, c'est-à-dire il l'a placé dans la chambre. Et donc dans la chambre, avec évidemment le cadre de la porte, eh bien, il l'a remise dans une autre situation d'écran. Et donc il est assis sur son fauteuil et on se demandait ce qu'il regardait. Il regarde un nouvel écran avec de nouveau sa star. Sauf que les choses ont quand même été abîmées. Le désir, on l'a dit, a été abîmé par la chute dans l'eau, la chute du désir justement. Et ici donc il va falloir reconstruire. Alors ce qu'on voit par exemple, c'est que alors il y a des choses qui sont encore positives, c'est-à-dire les draps blancs donc qui symbolisent un peu avec la chevelure blonde un peu la virginité. Mais il y a deux choses qui font un peu tiquer. D'abord, il y a le peignoir rouge qui vient un peu casser cette virginité blanche sur le lit. Donc après, bon, plusieurs interprétations sont possibles de ce peignoir rouge. Est-ce que c'est encore ce qui subsiste de la passion, du rouge qu'on avait dans le restaurant Ernie's? Ou alors est-ce que c'est un rouge un peu qui vient troubler la virginité blanche? Bon, c'est à voir. Ensuite, on a aussi la façon dont a été positionné Kim Novak dans le lit, eh bien, c'est fait en sorte pour qu'on puisse bien voir que le chignon a été défait à l'arrière. Et ça va être central évidemment dans notre analyse. Et puis, on revient maintenant sur tout le panoramique de droite à gauche. Alors, Hitchcock, on sait, aime bien utiliser parfois les flashbacks. Il y en a un d'ailleurs dans Vertigo. Donc, quand évidemment Judy en fait va se rappeler de ce qui s'est passé. Mais quand on peut éviter pardon, de faire des flashbacks, ben autant l'éviter. Hitchcock est sûr de ça. Et ici, en fait, eh bien, le panoramique a permis de raconter ce qui s'est passé avant, sans faire de flashback, de ce qui vient de se passer en fait, dans les instants, dans les minutes, dans les heures précédentes. C'est-à-dire que Scotty a ramené Madeleine chez lui, qu'il l'a déshabillée, qu'il l'a peut-être lavée, etc. Et qu'ensuite il l'a mise bien au chaud au lit. Et que donc, eh bien, tout ça, c'est l'art de l'ellipse de Hitchcock. Tout ça est raconté par simplement un panoramique où on voit les habits de Madeleine qui sont en train de sécher, suspendus. Voilà, donc ça c'est le caractère virtuose d'Hitchcock. Yes? No, it's all right. Yeah, I'll call you back. Yes. Yes. Plusieurs choses à dire. Enfin, Madeleine parle, enfin presque. Elle a marmonné, on a entendu Où est mon enfant? Parce qu'évidemment, n'oublions pas qu'elle est habitée par Carlota Valdés, qui en fait, à qui on avait pris son enfant et qui cherchait ensuite son enfant désespérément dans les rues en devenant folle. Donc, ça c'est la première chose, les premières paroles. Donc les premières paroles ne sont pas directement destinées à Scotty, mais plutôt liées à ses obsessions à elle. Puisqu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans Vertigo, c'est que c'est un film sur la fascination. Donc c'est Scotty qui est fasciné par Madeleine, mais Madeleine est fascinée elle-même par Carlota Valdés. Et Carlota Valdés est fascinée par son enfant. Donc en fait, il y a des fascinations comme ça qui sont emboîtées et ça crée d'ailleurs une espèce de vertige aussi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, l'arrivée de Scotty dans la chambre qui va provoquer les contacts visuels, physiques, est provoquée par le téléphone. Et que donc c'est important de dire que Hitchcock, qui est un cinéaste qui a commencé en Angleterre au moment du muet, qui a fait des films muets célèbres comme The Lodger, qui raconte l'histoire de Jack l'Éventreur, eh bien, Hitchcock, il a appris à utiliser progressivement le parlant. Et donc, d'abord, il a appris à utiliser vraiment le muet, uniquement l'art visuel, et puis ensuite le parlant. Et là, on voit qu'il a bien réussi à se débrouiller avec le parlant, puisque c'est cette sonnerie de téléphone qui va ouvrir un peu la scène et qui va la finir. Et elle ouvre la scène en provoquant l'arrivée de Scotty dans la chambre. Donc ça, c'est une chose importante.
Et puis, donc, justement, il y a le côté sonore, il y a le côté visuel, c'est ce plan. Là, ce plan où on voit Madeleine, en fait, qui doit tout exprimer sans rien dire. Parce que là, pour l'instant, elle est dans une situation où elle est un peu apeurée, où elle n'est pas du tout, où elle est très mal à l'aise. Donc, en fait, elle va exprimer avec simplement son visage, un peu comme une star du cinéma muet. Que elle ne peut pas se mettre de profil. Pourtant, le profil, c'est ce qui séduisait Scotty, mais c'est pas possible ici puisque le chignon est défait. Et puis la deuxième chose et puis la dernière chose, c'est le côté la couleur, puisque Hitchcock a découvert le parlant avec Blackmail. Ensuite, il a découvert la couleur avec la corde. Et il a même fait de la 3D, puisqu'il a fait de la 3D dans Le crime était presque parfait. Et ici, on voit bien que l'utilisation des couleurs, elle est remarquable. D'abord, on a parlé déjà un peu de la couleur verte avec la voiture. Mais ici, on voit bien l'omniprésence du jaune un peu dans une bonne partie de l'image. Et le jaune, en fait, c'est quand même la couleur un peu de l'adultère. Et donc, pour Madeleine, en fait, qui est normalement censée être mariée avec Gavin Elster, se retrouver nue dans le lit de Scotty, c'est quand même évidemment problématique. Après, donc, cette posture de Kim Novak, alors Kim Novak, bon, c'est une actrice, peut-être qui n'a pas eu autant de grands rôles qu'elle aurait mérité, parce que c'est une actrice incroyable. On se rend compte, en fait, dans Vertigo, en fait, à chaque fois qu'on sait que c'est elle qui joue Jodie et Madeleine, mais pourtant, on a toujours un doute, tellement c'est incroyable. Et alors, on a ce côté animal un peu qui a été utilisé très bien ici par Hitchcock, même si Hitchcock était, en fait, il n'aimait pas Kim Novak, il dit que ça a été un cauchemar, il n'a plus jamais voulu recommencer à travailler avec elle parce qu'il trouve qu'on avait du mal à la modeler. Justement, lui en tant que Pygmalion avait du mal à la modeler. Mais Kim Novak, ce côté animal, on la retrouve dans d'autres films, notamment Embrasse-moi idiot de Billy Wilder, voilà, où on utilise ce même côté un petit peu. Oh, you want this? Alors, ce nouveau plan, évidemment, aussi est très intéressant. D'abord, parce que vous avez donc les liens maintenant entre Scotty et Madeleine qui sont à reconstruire. Lui, il n'est plus du tout fasciné, quasiment plus fasciné par elle, et elle ne le fascine presque plus, donc il faut reconstruire. Donc on a cette position, James Stewart qui est debout, donc en position dominante, elle en position dominée. Ensuite, donc c'est construit comme ça, le cadre est construit dans une diagonale. Ensuite, lui, il est en vert. Normalement, la vert, c'est la couleur de Madeleine. On a l'impression que les choses sont inversées, là, que justement, c'est lui qui a repris le dessus, alors qu'il était complètement, en fait, étant amoureux, fasciné par Madeleine, il était en position d'infériorité. Hein. Là, c'est inversé. Et puis, en fait, il lui redonne le peignoir. Il lui donne le peignoir rouge. Et donc, il n'y a pas le contact direct, physique entre les deux. Le contact se fait par l'intermédiaire du peignoir. Et alors, qu'est-ce que c'est redonner le peignoir? En fait, c'est presque redonner la passion et le désir elle lui avait transmis. Lui, en fait, pour l'instant, il ne le ressent plus, donc il lui redonne presque ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et puis, on constate aussi qu'ils sont toujours séparés, ils sont séparés par quelque chose. Leur relation, c'était une relation quasiment impossible. Ils n'ont pas grand-chose à faire ensemble, et donc ils sont toujours séparés par la porte. Vous voyez, verticalement, entre les deux, il y a une séparation visuelle qui est claire. Scotty, qui se rend compte aussi que le manque de distance entre elle et lui empêche en fait le désir de revenir, essaye de recréer cette distance. Donc il ferme la porte pour essayer de recréer de la distance entre eux. Et puis là, donc là, vous avez ce très beau plan où elle ouvre la porte. Alors, c'est une ouverture de porte, un peu presque à la Jean Cocteau, avec la porte qui s'ouvre toute seule. Il y a quelque chose de très fantastique, parce qu'elle n'est pas tout à fait humaine. Elle est humaine ou morte, on ne sait pas, elle est irréelle. Et donc, il y a cette irréalité. Et puis, bon, c'est un plan qui fait écho à un plan de la fin où elle ressort de la salle de bain. Mais sauf que là, évidemment, tout est à reconstruire maintenant. C'est bien ça l'enjeu de cette séquence, c'est reconstruire. Comment Madeleine va pouvoir reconstruire, va essayer de reconstruire le désir en fait que Scotty doit éprouver à son égard. Alors regardez,
Qu'est-ce qu'il faut reconstruire? D'abord, il y avait toute l'histoire des habits, c'est important, une espèce de fétichisme comme ça qu'il va falloir reconstruire. Scotty est amoureux d'une apparence avec des vêtements précis. Ici, là, elle a un peignoir un peu chiffonné, tout ça, c'est pas du tout bien mis en valeur. Et puis la coiffure aussi, la coiffure est complètement défaite, il va falloir refaire ça. Après, vous avez une échelle des plans assez large, à la fois pour la voir de la tête aux pieds, mais surtout parce que il faut la laisser maintenant faire les premiers pas. Il va falloir qu'elle se dévoile un peu. Il faut que ce soit Madeleine qui agisse dans cette séquence pour reconstruire les choses. You better come over here by the fire where it's warm. What am I doing here? What happened? Well, you fell into San Francisco Bay. And I tried to dry your hair as best I could. Your things are in the kitchen. They'll be dry in a few minutes. So come on over by the fire. Ici, on a évidemment une scène, un plan là qui rappelle tout à fait donc un plan du début dans le restaurant, le fameux restaurant chez Ernie's, où il voit Madeleine pour la première fois et vous avez justement ils n'osent pas se regarder l'un l'autre, enfin lui il n'ose pas la regarder, elle ne le regarde pas, mais où c'est la naissance du sentiment amoureux et là vous avez c'est quelque chose qui fait écho à ça, mais c'est beaucoup moins fort parce qu'il va falloir reconstruire tout ça, mais l'écho il est fait évidemment par la musique, le thème musical de Bernard Herrmann qui est dans une bonne partie de la période américaine d'Hitchcock, qui va être le fidèle compositeur d'Hitchcock, jusqu'à Marnie. Après, il va y avoir sur le rideau déchiré des petits conflits qui vont les séparer. Bernard Herrmann, donc, qu'on peut voir en vrai d'ailleurs dans le film L'homme qui en savait trop, où il dirige lui-même à l'Albert Hall l'orchestre symphonique. Ici, donc, dans ce plan, vous avez le thème musical qui nous rappelle ça, et puis vous avez Madeleine qui avance un peu vers Scotty comme elle le faisait dans le restaurant Ernie's, mais à la différence qu'à cause du chignon notamment, elle ne peut pas se remettre de profil et donc on ne peut pas retrouver la même scène. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut reconstruire le désir. Here, I'll get you some cushions. There you are. Would you like to have some coffee? La succession des plans qu'on vient de voir est en champ contre champ parce qu'ils sont séparés, évidemment on n'a pas réussi à reconstruire encore l'osmose entre les deux. Et puis ils sont séparés, et puis elle a un côté un petit peu animal apeuré, elle a un côté un petit peu enfant sauvage de Truffaut. Et elle a un côté, elle va chercher dans le mimétisme à se rapprocher de Scotty. Il faut se rapprocher de nouveau, il faut retrouver une proximité avec lui. Pas une trop grande proximité, mais une proximité quand même. Ce mimétisme, on va le voir à la fois dans les mouvements des acteurs, mais aussi par exemple dans l'échelle des plans. On fait un gros plan, Hitchcock fait un gros plan sur James Stewart, et puis donc du coup il faut en contrepartie un gros plan sur Madeleine. Alors dans ce plan, bien, nous avons aussi évidemment donc, la contre-plongée qui insiste sur le côté dominant de James Stewart. En fait, il l'a fait s'asseoir par terre. C'est quelque chose qu'il n'aurait sûrement pas fait avec Madeleine quand il était fou amoureux d'elle. Là, on voit que le désir est retombé. Il l'a fait s'asseoir par terre. Et puis, il l'a fait s'asseoir face à la couleur jaune du feu et puis évidemment des métaux là, de toute la déco autour de la cheminée qui est jaune, c'est-à-dire face à son adultère aussi, hein, même si apparemment il ne s'est rien passé dans l'intimité du lit. Et puis vous avez donc aussi le profil de trois quarts pour insister toujours sur qu'est-ce qui ne va pas, notamment c'est le chignon qui est défait. Well, here, you better have some. Or perhaps you'd like a drink. I fell into the bay and you fished me out. That's right. Thank you. You don't remember. No, You remember where you were? oh, yes. Yes, of course I remember that. Then I must have had a dizzy spell and fainted Where were you? at Old Fort Point, out at the Presidio. Of course I remember. I often go there. Why?
Well, why do you go there? Because I love it so. It's beautiful there. Especially at sunset. Thank you for the fire. Ici, je m'arrête sur ce plan où Kim Novak se recroqueville un peu sur elle-même parce que c'est plutôt le symbole déjà de la renaissance, de l'amour et de son pouvoir de séduction. Pourquoi? Parce que ici, elle vient de raconter quoi à Scotty? Elle vient de raconter de nouveau toutes les histoires de promenades qu'elle fait. Et c'est les promenades qui avaient un peu, les promenades étranges, d'ailleurs dont elle ne se souvient pas parfois. Ce sont ces promenades qui avaient intrigué son mari, qui avait embauché Scotty. C'est pour ça qu'il l'avait embauché, parce qu'elle ne se souvient pas trop de ces promenades, etc. Donc là, en reparlant de ça, en fait, elle est en train de reconstruire ce qui avait créé le désir dans le tout début du film. Et puis, donc, comme elle sent que ça commence à marcher, que de nouveau il est intéressé, tout ça, que c'est comme s'il refaisait l'enquête en fait. C'est comme s'il recommençait la filature et l'enquête. Et bien donc, elle va se recroqueviller un peu sur elle-même, comme parce qu'elle a réussi à recréer un peu l'intimité. Et puis en se repliant sur elle-même, elle va forcer James Stewart en fait à aller vers elle. Et le plan juste après, eh bien, on voit le mouvement de James Stewart qui va essayer de se mettre plus à la hauteur de Kim Novak. C'est-à-dire que de nouveau, un peu comme je ne sais pas moi, une menthe religieuse, elle réussit à attirer à nouveau Scotty à elle. Where were you before? When? This afternoon, I mean. Wandering about. I know, but where? Where were you just before? Downtown shopping. Here, you better have some coffee. I think it's still warm. Alors, ce plan-là aussi est important puisque justement, il est très inquisiteur, direct dans son interrogatoire en fait vis-à-vis de Madeleine, presque trop d'ailleurs. Et donc, bon, c'est ce qu'elle avait voulu aussi, qu'il se rapproche. Et donc, il va se rapprocher tellement qu'il devient presque trop direct. Et c'est symbolisé par ce plan où on a la main avec la tasse de café qui entre dans le champ. C'est-à-dire que il y a de nouveau pas tout à fait le contact physique parce que il y a l'intermédiaire d'une tasse, comme il y avait eu l'intermédiaire du peignoir. Mais au moins, en fait, eh bien, elle a réussi à l'attirer vraiment à lui. Mais c'est une toute petite incursion, c'est-à-dire on met juste la main avec la tasse, c'est encore frileux. Et Madeleine, en fait, qui essaye d'attirer à nouveau à elle Scotty, est consciente quand même qu'il ne faut pas non plus qu'il se rapproche trop, puisqu'elle a vu dans la baie de San Francisco ce que ça faisait, le fait qu'il se rapproche de trop, ça pouvait tout casser. Donc elle le repousse et elle lui dit voilà, vous êtes trop direct. Et donc elle le repousse et là il repart tout de suite en arrière. You're terribly direct in your questions. Oh, I'm sorry. I didn't mean to be rude. You're not. You're merely direct. And what were you doing there at Old Fort Point? Oh, just wandering about. Oh, you like it too? Yes. On voit que Scotty recommence de nouveau à être un peu gauche, un peu maladroit, c'est-à-dire il recommence à de nouveau être un peu mal à l'aise alors qu'il avait repris complètement le dessus dans cette scène, c'est-à-dire que le pouvoir de séduction de Madeleine commence à refonctionner et quand il commence à être un peu mal à l'aise, comme il n'est pas sûr de lui, de son physique, notamment de son problème d'impuissance, eh bien en fait il va se réfugier à côté de la tour Coit. Donc ça c'est toujours l'humour évidemment d'Hitchcock. Hein. D'ailleurs il passe à côté des rideaux, il est limite à vouloir refermer un petit peu l'écran, je sais pas, pour arrêter le film, pour mettre pause, je ne sais pas, mais en tout cas, il se réfugie près de la tour, et donc c'est une façon pour lui, il tourne autour de cette tour, de se réconforter. Après, ce qui est intéressant, c'est que la tour, on l'a dit, elle soit sur un écran, c'est-à-dire que il a beau se rapprocher de la tour, il ne peut pas l'atteindre, donc ça le réconforte un peu, mais pas complètement. And where had you been just before? I'd been to the Palace of the Legion of Honor, the art gallery. Oh, yes. It's a lovely spot, isn't it? I've never been inside, but it looks so lovely driving past. It's lucky for me you were wandering about. Thank you. I've been a terrible bother to you. No, you haven't. Oh, when you were... Encore un plan emblématique ici du problème de la chevelure. Donc, en se mettant de dos,
Madeleine reproduit en fait les images que Scotty avait quand il était en pleine filature, c'est qu'il la voyait quasiment tout le temps de dos. Donc elle essaye toujours de reconstruire chez lui les circonstances qui ont fait que le désir a pu naître. Et puis ensuite, eh bien, insister sur la chevelure défaite, bon, c'est parce que maintenant elle sait, elle a compris. Elle montre au spectateur qu'elle a compris que c'est ça qu'il fallait qu'elle corrige. Donc bien sûr, après, elle va se rhabiller. Mais là, d'abord, la première chose, c'est reconstituer la coiffure. Et puis donc, dans ce plan qui est toujours en légère plongée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi tout à fait encore à atteindre le même niveau que Scotty, mais ça va bientôt être le cas, eh bien on voit aussi que il y avait en fait un canapé rouge, le canapé de l'amour en fait, peut-être, qui aurait pu être utilisé, mais c'était pas possible pour Scotty, comme le désir était tombé, il fallait plutôt, c'était trop haut pour lui, il fallait plutôt la mettre par terre, la rabaisser. Voilà. Et donc, parce qu'il n'y a pas de raison de la mettre près du feu, puisque, à part qu'elle a peut-être un peu froid, mais pas spécialement de raison, puisqu'elle n'est pas mouillée, elle a été séchée déjà, elle n'était pas mouillée dans le lit. There was some pins in my hair. Oh, the pins, yeah, right in here. I'll get them for you. And my purse, please. Here you are. Thank you. You... Encore un plan très emblématique, puisque, bon, en fait, là, ils sont enfin, ça y est, un peu dans le même plan, cadrés ensemble, donc ça commence vraiment, on arrive à retrouver la connexion amoureuse, mais c'est tellement difficile parce que c'est vrai qu'ils sont très différents l'un de l'autre, que c'est sûrement un amour impossible, donc lui est montré comme très grand. En fait, on insiste vraiment sur la taille de James Stewart, c'est presque trop grande, puisque en fait, il arrive même pas à rentrer dans le cadre. Hitchcock le cadre de manière très serrée, tellement serrée qu'il arrive à peine à rentrer dans le cadre. Il est obligé de se courber. On a l'impression d'un géant en fait dans la maison de Boucle d'Or, presque. Et, euh, et puis sinon, bien, on a Kim Novak qui est justement, on est obligé de cadrer tellement haut pour avoir la tête de James Stewart que du coup Kim Novak sort presque du champ par en bas. Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, c'est toujours l'omniprésence de la tourcoïde qui les sépare, enfin qui sera toujours là de toute façon pour les séparer. Et puis, dernière chose, eh bien, on voit qu'il y a ces deux couleurs principales, le rouge et le vert, hein, mais toujours pour l'instant inversé, c'est toujours lui qui a le vert et elle qui a le rouge. On se rappelle dans le restaurant, ben, le rouge c'était l'environnement et le vert c'était elle. Shouldn't have brought me here, you know. Well, I didn't know where you lived. You could have looked in my car. Ici maintenant on a un plan sur Madeleine, un plan assez érotique. Hein. En fait c'est une scène qui est très érotique alors qu'en fait on ne voit rien, mais ça c'est toute la subtilité d'Hitchcock de rendre les choses érotiques en laissant suggérer au spectateur qu'elle est nue sous le drap, qu'elle est nue sous le peignoir, qu'en filmant les habits qui pendent, forcément ça veut dire qu'elle n'a pas ses habits, etc. Enfin, c'est un peu la base de l'érotisme. Et ici donc un plan très érotique, mais un plan normalement dans la banalité, dans une scène banale de séduction, on aurait plutôt une fille qui est en train de se déshabiller, c'est-à-dire de lâcher ses cheveux et ensuite de déshabiller. Mais ici, comme Hitchcock prend toujours le contre-pied, on est en train de faire la scène à l'envers, puisque ici, elle est seulement en train elle va se rhabiller, donc elle va remettre son chignon. Et puis ben, ça fait penser à des scènes un peu presque d'érotisme donc on avait dans d'autres films. Par exemple, je pense à un film muet, Champagne, où on voyait une fille comme ça de dos, nue. Hein. Et puis et évidemment aussi à Blackmail, à peu près de la même époque, en 1930, premier film parlant d'Hitchcock, où on avait une femme, où ça, un homme lui demande d'essayer une robe. Alors après, on a comme ça une espèce de séparation, de faux split screen, avec un paravent où elle est en train de se déshabiller de l'autre côté, enfin quelque chose de très érotique aussi. Voilà. Et puis donc là, ben, Kim Novak, pour l'instant, n'est pas totalement en symbiose avec le feu de la passion, mais ça va venir après. Pour l'instant, voilà, mais elle a donc une attitude en fait qui rappelle un peu les striptease. Oh, but then you didn't know my car, did you? No, I knew which one it was. It's right outside here now, but I didn't think you wanted to be taken home that way. No, you're right. I'm glad you didn't take me home. I wouldn't have known you. Thank you. Oh, but I don't know you, and you don't know me. My name is Madeline Astor. My name's John Ferguson. It's a good, strong name. Your friends call you John or Jack? Oh, John, mostly. Old friends call me John. Acquaintances call me Scotty. I shall call you Mr. Ferguson. Oh, gee whiz, I wouldn't like that. Oh, no.
And after what happened this afternoon, I should think maybe you'd call me Scotty. Maybe even John. Well, I prefer John. There, that's done. Donc ici, on a un des plans les plus importants de la séquence puisqu'elle a remis enfin le chignon. On avait expliqué que puisque tout est fait à l'envers dans cette séquence, eh bien en fait c'est à la fin de la scène que les gens se présentent, qu'ils disent leur nom, alors que normalement on le fait au début. Hein, c'est toujours dans le même ordre d'idée de prendre les choses à contre-pied. Que elle propose d'appeler Monsieur Ferguson, mais finalement ça va être John, et John c'est pour les intimes. Donc en fait elle vient d'entrer dans le cercle des intimes et il est très heureux. Comme il est très heureux de ça, il se remet à la même hauteur que Madeleine, et puis du coup le cadre peut les englober tous les deux. Donc maintenant de nouveau on a réussi à les remettre un peu sur la même longueur d'onde, rétablir la connexion. Et puis là l'angle évidemment sous lequel est filmé Kim Novak, ça permet évidemment d'insister sur le chignon. Alors le chignon c'est une coiffure qui intéresse beaucoup Hitchcock. Déjà on va dire en général la plupart des blondes hitchcockiennes ont une coiffure, des cheveux courts. Et puis il y en a pas mal qui ont des chignons, par exemple Doris Day dans L'homme qui en savait trop. Mais ce qui est intéressant, c'est après l'utilisation du chignon. Par exemple, Cary Grant dans Soupçon veut prendre la natte, un peu la tresse de June Fontaine, et il veut lui réattacher au-dessus, il veut lui refaire une sorte de chignon pour qu'elle soit plus séduisante. Et puis on a aussi dans Fenêtre sur cour, en fait, un des rares moments où James Stewart s'intéresse en fait à Grace Kelly, alors que normalement elle est sublime. Eh bien, c'est quand elle vient avec un chignon. C'est un des seuls moments où en fait il lui prête attention. Sinon, en fait, il la regarde quasiment pas. On se demande d'ailleurs pourquoi il la regarde pas. Peut-être est-il justement encore question d'impuissance dans ce film aussi. Enfin, à propos de la coiffure, eh bien, on se souvient que dans Les Oiseaux, si on considère que les oiseaux, ça peut aussi symboliser la haine de la mère du personnage principal vis-à-vis de Tippi Hedren, eh bien, la mère qui essaie d'ôter à Tippi Hedren en fait sa féminité, si on considère que les oiseaux c'est un petit peu une espèce de matérialisation de cette haine maternelle de la belle-mère, eh bien les oiseaux essayent de voler cette féminité à Tippi Hedren, et la première attaque c'est une attaque sur les cheveux. Donc ça c'est quelque chose qui va dans le même sens. And what do you do, John? Just wander about. That's a good occupation. And you live here alone? One shouldn't live alone. Some people prefer it, No, it's wrong. I married you now. Will you tell me something? Has this ever happened to you before? What? Falling into San Francisco Bay. Voilà à nouveau un plan important où Kim Novak, désormais sûr à nouveau de son pouvoir de séduction, peut changer d'attitude. Là, évidemment, plus rien à voir entre cette attitude de visage et puis le visage de Kim Novak quand elle sort de son sommeil dans le lit avec la couverture jaune. Hein. Plus rien à voir. Et puis donc, vous avez un plan magnifique, à la fois qui n'est plus du tout en plongée maintenant, qui est maintenant à la même hauteur que Kim Novak, parce que ça y est, elle a rétabli l'équilibre avec Scotty. Et puis surtout, évidemment, les flammes du désir, en fait, qui sont derrière elle. Hein, donc, métaphore assez claire, qui n'est pas besoin d'expliquer plus que ça. Mais c'est surtout le regard et l'expression de Kim Novak ici, évidemment, qui sont forts. No, it's never happened before. Oh, I've fallen into lakes out of rowboats when I was a little girl. I even fell into the river once, trying to leap from one stone to another. But I've never fallen into San Francisco Bay. Have you ever before? No. It's the first time for me, too. Here, I'll get you some more coffee. On en arrive à ce plan qui normalement aurait dû être un des premiers, c'est-à-dire le premier contact physique, la main contre l'autre main, mais en fait qui n'arrive seulement qu'à la fin de cette séquence. Et puis donc les échanges assez furtifs de regards, comme dans le restaurant Ernie's. Donc ça y est, on a de nouveau la connexion, les deux dans le même plan, à peu près à la même hauteur, ni de plongée ni de contre-plongée. On est maintenant sur on est à l'horizontale,
D'ailleurs, on aurait pu aborder la verticalité et l'horizontalité dans cet extrait, parce que c'est quelque chose de fréquent, de récurrent chez Hitchcock. Mais en fait, ce n'est pas une relation directe. N'oublions pas que en fait, Madeleine est mariée à Gavin, et puis que Scotty aussi est plus ou moins encore en relation avec Midge. Et donc, ils sont un peu à la perpendiculaire, les deux. C'est-à-dire qu'ils sont de nouveau en connexion, mais ça ne sera jamais direct comme connexion, ce ne sera jamais franc. Ce sera toujours un petit peu biaisé. Et c'est donc sur la fin de ce magnifique plan que nous allons arrêter donc cette analyse de séquence. Vous remarquez que Scotty a été interrompu dans son contact par la sonnerie. Alors il est à la fois interrompu, mais c'est aussi peut-être la sonnerie qui traduit un peu une effervescence, un feu d'artifice d'émotion pour lui, de désir retrouvé. Et que c'est peut-être trop fort, donc en fait il faut s'écarter. Ça nous fait penser, puisque Hitchcock avait beaucoup d'humour, je crois qu'il n'aurait pas détesté la comparaison par exemple avec Tex Avery, avec le loup, qui quand il est face au chaperon rouge, eh bien en fait, il sait plus où donner de la tête, il entend des sonneries partout dans sa tête. Et puis donc, ce qui est intéressant, c'est évidemment ce regard un peu de Kim Novak vers le hors-champ. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle a reconstruit tout ce désir, pourquoi est-ce qu'il est tellement important dans ce film en fait, de reconstruire le désir vis-à-vis de Scotty, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est tellement important en fait, de pouvoir mener Scotty par le bout du nez, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. En fait, quel est l'objectif de ça? Que Madeleine va-t-elle faire de ce pouvoir retrouvé? Comment va-t-elle utiliser ce pouvoir envers Scotty? C'est ça la question. Alors, donc, on a réussi donc à aller jusqu'au bout de l'enjeu de cette séquence, c'est-à-dire comment Madeleine va reconstruire le désir. Vous avez vu un petit peu comment elle fait. Comment aussi Hitchcock prend à contre-pied les scènes de séduction pour essayer d'en faire de plus originales. Rappelez-vous aussi que dans la scène de l'avion de la mort aux trousses, Hitchcock explique qu'il aime prendre le contre-pied et que les scènes d'angoisse sont souvent dans des lieux sombres et austères, la nuit, et que là il fait exprès de prendre un lieu qui n'est pas fermé, qui n'est pas un lieu d'enfermement, mais un lieu où il y a beaucoup de place, et puis de le faire en plein jour. Donc toujours cette histoire de contre-pied. Ensuite, ce qui est intéressant pour finir à dire, c'est que évidemment c'est un film sur la fascination, et que Vertigo c'est un film qui fascine les cinéphiles encore aujourd'hui. À sa sortie en 1958, il est difficile à imaginer que le film n'ait pas du tout séduit le public et les critiques, que les critiques étaient incendiaires, que du coup Hitchcock, un peu blessé, a demandé à ce que le film soit interdit pendant 20 ans. Ces 20 ans d'invisibilité du film ont rendu le film encore plus fascinant, puisque évidemment les gens étaient obligés de l'imaginer, ou alors de se précipiter à quelques rares projections, mais des projections vraiment rares. Donc, quand il est ressorti 20 ans plus tard, on a même changé en fait le titre français, tellement ça n'avait pas marché. Donc, Sueur froide est devenu Vertigo. Vertigo c'était le titre original, mais il est ressorti sous ce titre en France après. Et donc, on a eu l'occasion enfin de pouvoir revoir le film, et depuis donc la fascination est totale. On peut revoir le film 10 fois, voire plus, et que à chaque fois on découvrira quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné envie, évidemment, de revoir ce film, dont la fascination est intacte aujourd'hui. C'est un film sur le désir amoureux, sur ce que c'est, quelle est la cause, la naissance, la raison du désir amoureux, comment est-ce que le désir naît. C'est un film qui s'interroge là-dessus, qui ne donne pas forcément des réponses clés en main, mais qui nous pousse en fait à trouver les réponses en nous. C'est le spectateur, pousse le spectateur vers une espèce d'introspection. Et puis, donc c'est un film sur la cristallisation, sur comment un Pygmalion essaie de modeler quelqu'un pour qu'il ressemble à ce qu'il voulait. Stendhal en parle très bien dans son texte de l'amour, à propos de cette branche qui est recouverte de givre, et qu'on est amoureux de cette branche recouverte de givre, mais si le givre s'en va, on voit la vraie branche, on n'est plus du tout amoureux. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Ensuite, on ne dira jamais assez que Hitchcock est quelqu'un qui a influencé de nombreux cinéastes, qu'il est évidemment fondamental d'aller jeter des coups d'œil dans l'œuvre de Brian De Palma, dans des films comme Pulsion, Blowout ou encore Passion, où on a des références directes à Hitchcock, que même un film de Polanski comme Ghostwriter, avec les histoires de dualité, de dédoublement, fait beaucoup penser à une atmosphère hitchcockienne.
et que Hitchcock lui-même a eu aussi des maîtres, puisque quand il est allé faire un petit tour dans les années 20 à la UFA, le studio allemand, il a découvert aussi les films de Fritz Lang, il a découvert Les Trois Lumières par exemple, qui est un film où une femme essaye d'empêcher la mort de quelqu'un sans succès, et c'est un peu ce qui se passe dans Vertigo. Voilà, et puis je voudrais aussi dédier évidemment cette émission à ma mère qui adorait Hitchcock. Je la revois encore en train de s'énerver devant certains films. Parce que Hitchcock donnant évidemment de l'avance au spectateur, eh bien le spectateur parfois est très angoissé pour les personnages, parce que les personnages ne savent pas qu'ils sont en danger et le spectateur est en danger. Et donc je revois ma mère en train de s'énerver devant Psychose en disant à Janet Leigh mais ne reste pas dans la douche, ou alors en disant au détective privé mais pourquoi tu montes à l'étage, ne monte pas à l'étage, c'est trop dangereux, enfin etc. Et donc voilà, c'est pour dire à quel point Hitchcock peut fasciner les gens comme ça, peut apporter du divertissement. Et puis il faut le dire, je pense c'est quand même un des rares cinéastes qui est reconnu comme étant un auteur, qui est aussi un cinéaste de pur divertissement, qui est aussi un cinéaste commercial. Voilà, merci.